Bonjour à tous. Et bien là, c'est une pré-vidéo pour vous informer que la vidéo que je viens de faire, que vous allez voir dans quelques instants, j'ai fini l'édition là, à ce moment où je suis en train de vous parler et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de photos de scènes de crime et de la personne qui était qui était la victime dans cette histoire. Certaines images, quand j'ai fini tout ça, je me suis dit c'est peut-être un peu dur. Donc je préfère vous avertir que certaines scènes risquent d'être difficiles à regarder. Mais histoire quand même de vous avertir un petit peu, je vais mettre des symboles warnings avant que ça apparaisse, peut-être 3 ou 4 secondes avant, et sûrement un bip pour vous dire les gars, ça arrive. Donc si vous souhaitez vous cacher les yeux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je remettrai, je pense, un bip quand il n'y aura plus l'image pour que vous réouvriez les yeux du coup, pour pas que vous soyez là, j'ouvre pas, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié et bon courage. L'affaire du meurtre de Dahlia Noir, également connue sous le nom d'affaire du meurtre d'Elizabeth Short, est l'une des affaires les plus célèbres et les plus fascinantes de l'histoire criminelle d'Hollywood et de Los Angeles. Alors pourquoi est-elle restée si longtemps dans l'histoire et que s'est-il vraiment passé? Découvrons-le ensemble aujourd'hui. Le matin du 15 janvier 1947, à 8h40, Betty Bersinger marchait avec sa petite fille dans une rue inachevée d'une zone de construction du quartier de Leimert Park, en Californie, lorsqu'elle aperçut ce qu'elle pensait être les deux moitiés d'un mannequin de couturière. Ses yeux, d'un bleu profond, regardent le ciel. Un sourire blessé marque son visage. Elle est froide, seule et sans défense. C'est ainsi qu'elle se présentait au monde, morte, nue et horriblement mutilée. Elizabeth Short, ou Bess comme l'appelait sa famille, 22 ans, est une jeune fille venue à Los Angeles avec le rêve de devenir actrice. Son corps avait été coupé en deux à la perfection. Il n'y avait pas une goutte de sang et le corps était disposé d'une manière inhabituellement macabre. Après ce terrible événement, plus de 50 suspects ont été interrogés, hommes et femmes, dont certains ont même avoué le crime. Mais le meurtre n'a jamais été élucidé, ce qui a renforcé avec le temps le caractère mystique de cette affaire. Elle fut bientôt surnommée le Dahlia Noir en référence au film Le Dahlia Bleu avec Veronica Lake, sorti l'année précédente et parce que Bess avait les cheveux noirs. Selon les enquêteurs et médecins légistes, seul un expert aurait pu laisser le corps dans l'état où il se trouvait. Concrètement, elle avait subi une, tenez-vous bien, hémicorporectomie. En bref, ce mot compliqué signifie tout simplement que son corps avait été coupé en deux au niveau de la colonne lombaire, la seule partie que l'on peut couper sans briser les os. Malheureusement, ce n'est pas tout. Avant sa mort, elle a probablement été forcée à manger des excréments et est restée bâillonnée pendant au moins 3 jours, au cours desquels elle a été torturée sans relâche. Le corps de la femme a ensuite été mutilé, ses intestins ont été enlevés et son torse, sa tête et ses bras ont été retrouvés d'un côté et son bassin et ses jambes de l'autre. Le pire, c'est que sa bouche avait été ouverte en une horrible grimace allant des coins aux oreilles. L'horrible coupure connue sous le nom de Glasgow Green, sourire de Glasgow. En 2 mots, le sourire du Joker dans Batman. Son corps a ensuite été lavé avant d'être jeté. Cet acte odieux a longtemps hanté la police de Los Angeles et les habitants de la ville qui ont vu les ventes des journaux et de livres sur le sujet exploser en flèches. Janice Knowlton est une ancienne chanteuse professionnelle et propriétaire d'une société de relations publiques qui s'est fait connaître par ses affirmations liées à l'affaire du meurtre du Dahlia Noir. À l'âge de 10 ans, elle vivait à Westminster où le corps mutilé d'Elizabeth Short a été découvert en 1947. Des décennies plus tard, Janice affirme que ses souvenirs refoulés ont révélé que son père, George Knowlton, était le meurtrier d'Elizabeth Short. Ces accusations détaillées, y compris le fait d'avoir été témoin des actes violents de son père, ont été publiées dans son livre controversé de 1995, Daddy was the Black Dahlia Killer, ou en français, Papa était le tueur du Dahlia Noir. Malgré l'attention soutenue des médias et les apparitions dans des émissions télévisées populaires telles que Larry King Live, les forces de l'ordre et une grande partie du public sont restés sceptiques quant à ces affirmations. La police de Westminster n'a pas trouvé de preuves à l'appui de son histoire et les membres de sa famille ont ouvertement contesté ces allégations, ce qui a tendu les relations familiales. Les affirmations de Janice ont contribué à entretenir le mystère et les spéculations autour de l'affaire du Dahlia Noir, mais n'ont pas abouti à une résolution juridique.
Les psychiatres ont jugé son histoire plausible, en raison de la nature des souvenirs refoulés et du syndrome de stress post-traumatique. Mais aucune preuve corroborante n'est venue valider ces affirmations. Les descriptions saisissantes qu'elle a faites dans son livre et les commentaires qu'elle a formulés par la suite lui ont permis de rester en contact avec l'affaire, laissant souvent de longs messages décousus aux journalistes qui effectuaient des recherches sur le Dahlia noir. Tragiquement, les dernières années de Knowlton ont été assombries par des luttes personnelles contre la dépression et l'anxiété. Exacerbée par d'importants traitements hormonaux, elle est décédée en 2004, probablement d'une overdose accidentelle. La vie de Knowlton a été un mélange de potentiel artistique et de troubles psychologiques profonds, laissant un héritage complexe et controversé dans les annales de l'un des crimes non résolus les plus tristement célèbres d'Amérique. Mais ce n'est qu'au tournant du siècle que l'affaire est enfin remise en lumière. En 1999, Steve Odell, officier de police, fouille les affaires de son père George, récemment décédé, lorsqu'il tombe sur quelque chose d'étonnant. 2 photographies d'une femme qui ressemble étrangement au Dahlia noir. Soudain, il commence à se remémorer des histoires de famille avec son père. Plus jeune, son père avait fait des études de médecine dans les années 1930. En retrouvant certains de ses cours, Steve, le fils, les compare aux lettres que le tueur avait envoyées à la presse et à la police. Ces dernières ressemblent étrangement à celles de son père. Qu'en 1949, 2 ans après le meurtre, sa fille, la propre sœur de Steve, avait dénoncé son père, George, pour abus sexuels. En inspectant de plus en plus, les fils commencent à s'entrecroiser. Cette personne qu'il appelait papa est-elle le meurtrier? Bien que Steve Odell ait déjà détaillé son enquête dans le livre Le Vengeur du Dahlia noir, un génie du meurtre, un rapport publié dans The Guardian a ramené l'affaire dans l'actualité et plus surprenant encore, Steve Odell lui-même a décidé de le remettre dans les projecteurs des médias. Si l'histoire de son père est brutale, celle de Steve Odell l'est peut-être encore plus d'une certaine façon, puisqu'il a consacré toute sa vie pour tenter d'innocenter, ou plutôt pas vraiment, mais pour plutôt condamner son père pour l'un des crimes les plus horribles de l'histoire du XXe siècle. Après tout, Steve Odell était un policier, il a donc décidé de faire son devoir jusqu'au moment où c'est devenu une affaire personnelle pour lui. Pendant plus de 15 ans, il se consacre à la collecte de tous les indices possibles pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que l'homme qui a assassiné Elizabeth Short soit reconnu comme étant George Odell. Surtout pour écarter d'autres théories, comme celle d'une femme, Janice Knowlton, dont on vient juste de parler, qui affirmait dans son propre livre « Papa était le tueur du Dahlia noir » que son père était le vrai tueur. Une version dont le temps a montré qu'elle n'était probablement rien d'autre qu'une excuse pour vendre quelques livres ou peut-être le produit d'un esprit malheureusement malade qui a cru en sa propre invention. Mais Odell a été méthodique. Tout d'abord, il a demandé l'accès au dossier que le FBI avait rassemblé sur son père. Il envoie les photos trouvées dans les affaires de son père, vous savez celle de la jeune fille sur les 2 photos, que son père donc avait laissées dans ses affaires. Il a pris ces photos, il les a envoyées à des experts en reconnaissance faciale et les textes à des graphologues. Et les résultats ne sont pas concluants, ce qui ne l'arrête pas. Autant dire qu'il n'a pas lâché l'affaire pour prouver que son père était le meurtrier. Avouons-le, terrible fils, mais enquêteur acharné. Il aurait plus de chance s'il trouvait chez lui le reçu d'achat de 10 sacs de ciment de la même taille et de la même marque que se trouvait près du corps de Short, sans doute pour transporter le corps. Les difficultés ne sont pas minces. Après tout, la plupart des témoins sont déjà morts et de nombreux indices ont disparu depuis le temps. C'est-à-dire que toutes les personnes susceptibles d'être des témoins clés sont malheureusement déjà mortes. Dans de nombreux cas, les détails des souvenirs ont disparu à jamais. Cependant, la persévérance paye et Odell a reçu un coup de pouce important en 2001 lorsqu'il a rencontré Stephen Kay, une vieille connaissance qui travaillait au bureau du procureur de Los Angeles et qui s'est porté volontaire pour examiner les documents que Steve avait accumulés jusqu'à présent. Comme on peut s'en douter, toute l'histoire n'est pas écrite au travers des centaines de pages dans l'ouvrage de Steve Odell, qui a vu le jour en 2003. Comme on pouvait s'y attendre, la publication du livre a permis de mettre à jour de nouvelles preuves et d'intéresser d'autres témoins. C'est le cas de Steve Lopez, un chroniqueur de Los Angeles, qui lors de la rédaction d'un article sur le sujet a demandé des informations au procureur. Il obtient l'accès à un dossier dont même Odell n'a pas connaissance, constitué à l'époque par le lieutenant Frank Jamison, l'un des principaux enquêteurs de l'affaire. À l'intérieur se trouvait l'information que tout le monde recherchait, la confirmation que la police avait traité 6 noms, dont celui de George Odell.
De plus, il a également recueilli une déclaration du père de l'enquêteur le 19 février 1950, par l'intermédiaire de son téléphone mis sur écoute, alors que sa maison était espionnée. Et voici ce qu'il dit. Lorsque j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire, j'ai mis un oreiller sur sa tête et je l'ai recouvert d'un drap. J'ai pris un taxi. Elle est morte à 12h59. Ils ont pensé que quelque chose n'allait pas. Eh bien, maintenant, ils ont peut-être découvert la vérité. Je l'ai tuée. Plus tard, à un autre moment, le médecin a dit « Si j'ai tué le dahlia noir, ils ne peuvent pas le prouver. Ils ne peuvent pas parler à ma secrétaire parce qu'elle est morte. » En revanche, l'une de ses photos préférées montre George Odell posant avec l'un de ses meilleurs amis, le photographe et artiste Man Ray. Steve se souvient de l'étrange ressemblance entre le meurtre présumé de son père et des deux œuvres de l'américain, Les Amoureux et Minotaur. Et si le crime de Dahlia Noir était en réalité un chef-d'œuvre du surréalisme. Concernant les éléments qui ont pu être regroupés au cours de l'enquête, nous avons pu obtenir des informations sur deux suspects, Knowlton et Odell. Sur ce que nous avons pu voir, l'histoire de Knowlton laisse beaucoup de doutes sur le témoignage de Janice sur son père. J'ai vraiment beaucoup de mal personnellement à croire qu'une petite fille de 10 ans témoin d'un acte aussi odieux à un moment donné de son enfance aurait pu vivre comme si de rien n'était et que la folie de son père se serait traduite par une seule action terrible au cours de toute sa vie et aurait eu une vie classique avant et après les faits. L'une de ses proches a décrit qu'elle avait vécu pendant 16 années avec le père et que jamais elle pourrait penser que George Knowlton aurait pu un jour faire ce dont sa fille l'accuse. Selon moi, Janice a commencé à avoir une démence au cours de sa vie et aurait entremêlé les informations. Voyant ensuite toute la lumière qu'on lui a apportée, elle se serait persuadée de la culpabilité de son père dans cette affaire. Malheureusement, au cours d'une nuit, elle aurait pris plus de médicaments qu'à son habitude pour traiter ses problèmes et elle serait décédée d'une overdose. George Odell est le coupable parfait, mais pas totalement. Rappelons que Steve ne s'est jamais posé de questions au cours de la vie de son père sur sa culpabilité. Cependant, plus de 40 années plus tard, juste après le décès de son père, en rangeant ses affaires, il aurait découvert des photos d'une jeune femme ressemblant étrangement à Elizabeth Short. Il soupçonnait aussi l'écriture de son père comme étant la même que celle des lettres envoyées à la police à l'époque du meurtre. Ces deux potentielles preuves se retrouvent rapidement mises à l'écart. Pour la police, la femme sur les photos ne correspond pas avec Elizabeth et l'écriture ne coïncide pas avec celle des lettres. Il ajoutera au travers de son enquête l'histoire des sacs de ciment que son père aurait achetés à cette époque et qui auraient été retrouvés sur la scène du crime. Il insiste que son père avait fait des études de médecine qui lui auraient permis de réaliser cette opération. Il mentionne aussi qu'il se serait inspiré du travail artistique de son ami Man Ray. Pour surenchérir sur l'esprit tordu de George Odell et peut-être pour chercher la compassion de ses lecteurs, il fait état de ce qu'il aurait fait subir à sa sœur au cours de sa jeunesse. Mais maintenant que nous sachons tout cela, la vie de son fils et les preuves qu'il a récoltées, que pouvons-nous en déduire objectivement? Plus besoin de parler des photos et de l'écriture de son père, ça a été réfuté par les autorités, donc clairement passons cette étape. Ensuite, nous avons l'histoire des sacs de ciment. À mon sens, c'est un peu faible comme piste. Je ne connais pas le marché du ciment à l'époque, mais dans le pays, j'imagine qu'il n'y avait pas des dizaines et des dizaines de fournisseurs. Et lorsqu'on se retrouve dans une zone de construction, il y avait de grandes chances de tomber sur les mêmes sacs. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve cet élément un peu maigre, mais objectivement, je conçois qu'il faut le garder comme début de preuve, mais tout seul, ça vaut clairement pas grand chose. Ensuite, les études de George Odell en médecine et sa capacité à dépecer un être humain proprement, si on peut le dire ainsi. Je conçois aussi que ça peut être un élément pertinent à prendre en compte, mais là, encore tout seul, ça n'a pas énormément de valeur, avouons-le. Le dernier point qu'il aborde, concernant son inspiration sur les œuvres de son ami Man Ray, je vais vous les mettre à l'écran un instant pour que vous puissiez en juger, mais là franchement, faut chercher loin, mais vraiment très loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne partage pas du tout son avis à ce niveau-là. Continuons sur les autres preuves trouvées par Lopez. Selon lui, nous avons des écoutes audio où on entendrait George Odell dire distinctement « je l'ai tué ». Si c'est le cas, alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de condamnation, ni même plus de mention dans le rapport, comme quoi il aurait été le suspect principal? Sur ce dernier point, personnellement, je suis un peu perplexe, parce que pour être honnête, je ne peux pas me prononcer n'ayant pas eu la possibilité d'obtenir ces écoutes. Bon, maintenant, mon analyse finale sur George Odell. Ok, ça a été prouvé, George Odell a abusé de sa fille, aucun doute c'était un enfoiré de première. Après, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment le tueur de Elizabeth Short?
Après le décès de son père et en rangeant ses affaires, Steve est tombé sur les photos d'une inconnue. Ayant connaissance des actes qu'il a eus envers sa sœur, il s'est sûrement mis en tête que son père était l'assassin du Dahlia Noir. Tout commençait à prendre forme et dans un esprit de vengeance, il se serait persuadé en récoltant toutes les preuves possibles qu'il pourrait réduire à néant l'image de son père. Steve décide de ne pas en rester là et de pousser son investigation jusqu'à la publication de son premier livre en 2003, ce qui le rendra célèbre. Mais ne cessant pas de s'arrêter avec sa Sussex Story, il écrira une dizaine de livres dont la moitié sera dédiée à cette affaire. Parfois, quand on veut absolument croire en quelque chose, on finit par s'en convaincre soi-même. Je suis certain que son père n'était pas un saint et méritait amplement de nombreuses années en prison. Mais aujourd'hui, nous ne pourrons toujours pas confirmer s'il est véritablement le meurtrier de l'affaire du Dahlia Noir et les preuves réunies ne permettent pas de prouver sa culpabilité. Ce cas restera un cold case pour encore de très nombreuses années. Et vous, qu'en pensez-vous? J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce cas, même si ce n'est pas un happy ending à la fin. En tout cas, c'est très intéressant de parcourir des articles, etc., de voir différents points de vue et en fait de voir aussi ce qui se passe derrière. Quand en fait on se rend compte par exemple avec Odell, je ne sais pas si c'est vraiment donc du coup son père qui est le meurtrier, mais quand on voit qu'une personne se donne autant pour prouver la culpabilité de quelqu'un, mais qu'à travers ça il fait quand même beaucoup d'argent en vendant une tonne de livres et qu'au final il est mis en avant grâce à ça, on se dit quand même c'est vachement biaisé. Dès que déjà un élément financier entre dans le calcul, à mon avis, il y a quelque chose qui est déjà pas net à 100%. Après, peut-être que c'est vraiment son père, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment d'éléments pertinents en disant ok, c'est lui à 100%. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce cas. N'hésitez pas clairement à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous trouvez qu'il y avait des points à améliorer pour la suite dans mes prochaines vidéos. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et bye bye!